Bonsoir et bienvenue à Question majeure. Le Burkina Faso, une terre de diversité linguistique avec plus de 60 langues parlées, le pays est l'un des plus multilingues d'Afrique. Le français, langue officielle, est parlé par une minorité de la population, tandis que les langues nationales sont utilisées par la majorité des Burkinabés. Ces langues nationales jouent un rôle central dans la vie culturelle et sociale du pays. Elles sont le vecteur de la culture et des traditions des différentes ethnies du Burkina Faso. Elles permettent aux Burkinabés de communiquer entre eux, de partager leurs connaissances et de maintenir leur identité culturelle. Cependant, le français reste la langue officielle du pays. Il est utilisé dans l'administration, l'éducation et les médias. Cette situation marginalise les langues nationales et les communautés qui les parlent. La nouvelle constitution du pays en gestation consacre l'officialisation des langues nationales. Ce soir donc, nous allons discuter des enjeux de la reconnaissance renforcée des langues nationales au Burkina Faso. Nous nous demanderons notamment quelle est la situation actuelle des langues nationales au Burkina Faso, quels sont les enjeux de la reconnaissance renforcée des langues nationales, comment favoriser la reconnaissance des langues nationales au Burkina Faso. Et pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités de renom. D'abord, professeur Gérard Tete-Beogo, linguiste, directeur de recherche à la retraite. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de venir nous aider à comprendre le sujet. Deuxième invité à ce débat, docteur Bendi Benoît Wouba, président de l'ONG Tintois, implanté dans plusieurs régions du Burkina Faso. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et merci de venir nous aider à comprendre cette question majeure qu'est l'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. On commence d'ailleurs avec vous, avec le premier point, la situation actuelle des langues nationales au Burkina Faso. Et quand on parle des langues nationales, combien sont-elles et c'est quoi les langues nationales? Professeur Tete-Beogo. Merci. Effectivement, sur la question du nombre, il y a toujours controverse, même parmi les linguistes. Certains parlent de moins de 60 langues, d'autres parlent de plus de 60 langues. Mais en réalité, moi, je parle de 59 langues ethniques. Et ce chiffre, c'est le résultat des enquêtes que nous avons menées sur l'ensemble du territoire national. Une enquête qui a d'ailleurs couvert plus de 11 000 villages où nous avons recensé les langues. Et au moins, ça, 59 langues, c'est basé sur des faits, de données, sur des données de terrain que nous avons pu compter. Ceux qui parlent de plus de 60 langues, je veux bien, mais sur quelle base? C'est sur quelle base? On imagine, c'est l'imagination ou c'est quoi? Oui, mais professeur, dans les langues nationales, il y a des variances. Est-ce que dans votre étude, vous avez pris en compte ces variances? Bien sûr, bien sûr. Si vous prenez par exemple le Boamou, pour moi c'est une langue, le Boamou. Mais à l'intérieur du Boamou, si vous allez de Bagassi à Djirasso, et si vous prenez les deux extrêmes, ils ne se comprennent plus. Mais c'est toujours le Boamou, ils se disent des Boaba. Prenez le Samo, le Nayala et le Sourou. C'est vraiment la diversification dialectologique est importante au point de compromettre l'intercompréhension entre le Nayala et le Sourou. Dans le Sourou, la variation dialectale va même de village en village, parfois même de quartier en quartier. Mais faut-il, sur cette base, considérer qu'il y a plusieurs Boamou et plusieurs San? Je ne pense pas que ce soit l'approche. Toute langue a normalement des variations dialectales ou même régionales. Mais cela, pour moi, se fait toujours une langue. Même le français n'est pas homogène sur tout le territoire français. Mais on parle du français, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Strasbourg, c'est toujours le français. Docteur Bendi Wouba, on parle de diversité linguistique et on a vu, vous avec l'ONG Tintois, vous travaillez beaucoup plus sur une des langues nationales qu'est le Goulmat Chiman.
Pourquoi ce choix? Le choix de la langue, ça c'est historique. Quand je dis historique, ça veut dire que c'est la sous-commission nationale du Gourmand-Thiéma qui a commencé le travail. Et la sous-commission ne pouvait pas travailler sur une autre langue que le Gourmand-Thiéma. Mais on a, au fur et à mesure, élargi aux autres langues parlées dans la région de l'Est, au Sahel et dans le centre-Est. Oui. Et quand vous parlez des autres langues parlées, ce sont lesquelles? Bon, dans l'ordre, c'est le Fulfulde, le Moré, et au Sahel, on a appuyé des structures qui sont là-bas pour le Tamashek, le Sonrai, pour ajouter au Moré et au Fulfulde qui sont largement parlés là-bas. Dans le centre-Est, bon, on s'est intéressé au Bissa. On travaille avec des ONG dans la région de Garango qui utilisent le Bissa. Donc, c'est les langues que nous utilisons. Oui, et le professeur Terbego l'a dit, il y a des variances, mais cela ne fait pas qu'on puisse appeler certaines langues autres que peut-être avec le grand groupe. En travaillant avec ces langues, qu'est-ce que vous avez considéré? Est-ce que c'est les variances ou c'est le groupe en tant que tel? Nous avons considéré la langue. Et la langue, ce n'est pas le parler de tel ou tel endroit. Avant de commencer le travail, nous avons fait une enquête dialectologique et d'intercompréhension. La dialectologie, c'était pour voir sur quelle base, quels sont les éléments qui constituent la différence, qui entraînent la différenciation. En tant que linguiste, on a pu découvrir ça, mais ça ne résolvait pas notre problème. Il a fallu aussi voir quel est le sens de l'intercompréhension. Si on va du sud vers le nord ou si on va du nord vers le sud. Et nous avons vu dans quel sens allait l'intercompréhension. Avec des tests, nous avons vu le parler qui était le plus compris de tout le monde. Et nous avons fait les documents didactiques, c'est-à-dire d'alphabétisation et autres, dans ce parler-là. Quand les autres apprennent, ils nous attirent notre attention, nous on ne parle pas comme ça, mais on leur dit ce n'est pas un problème. Apprenez à lire et à écrire. On ne peut pas apprendre à chacun dans sa façon de parler. Mais si vous comprenez, ils disent qu'ils comprennent. Si vous comprenez, c'est du Gourmand-Thiéma, apprenez à lire et à écrire. Après, si vous voulez écrire, écrivez dans votre façon de parler. Mais pour apprendre, on se base. Voici la base. Voilà. Oui, professeur Terbego, vous avez cité près d'une soixantaine, donc 59 langues. Mais quel est le statut juridique de ces langues aujourd'hui au Burkina? Avant l'officialisation, langue nationale, j'allais dire que c'est un statut honorifique qui ne confère aucun statut réel valorisant aux langues nationales. Jusque-là, non, les langues nationales sont un peu à la périphérie de notre système institutionnel. Toutes langues parlées sur le territoire burkinabé par des Burkinabés sont appelées langues nationales. Alors que normalement, si on veut voir quand on dit langue nationale, c'est une langue qui a normalement quand même une envergure nationale. Ce n'est pas le cas. Il y a des langues qui sont parlées par moins de 1000 personnes, comme le Sri Lanka. Donc, et c'est pourtant une langue nationale aussi. Oui, mais quels sont les usages possibles? Peut-être quelle utilisation de ces langues dans la vie quotidienne? La langue est parlée entre le groupe, à l'intérieur du groupe qui a cette langue, c'est l'échange d'abord intra-groupe. Maintenant, si la langue a une certaine envergure, une certaine dynamique, elle peut être utilisée par d'autres groupes ethniques. Le Moré n'est pas parlé uniquement par les Mosés. Pour citer le cas de Fadangourma, le Moré est bien parlé, je parle sous le contrôle de Woba. Le Moré a un certain poids dans tout cas à Fadangourma. Oui, docteur Woba, réaction? Oui, c'est par rapport à l'appellation langue nationale.
Je pense que les gens ont été bien inspirés en disant cela, parce que ça a évité des frictions, des gens qui se sentent un peu marginalisés, écartés, en disant langue nationale. Ça a résolu le problème. Maintenant, que fait le gouvernement par rapport à ça? Il donne l'autorisation à tout groupe linguistique de travailler à la promotion de la culture et de la langue. C'était le cas, ou du moins, c'est ce qui a motivé la création de la Commission nationale des langues. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et selon leur dynamisme, selon les possibilités, les potentialités, les langues ont évolué différemment. Quand je dis évoluer, c'est côté écriture. Il y en a qui ont été plus décrites que d'autres. Il y en a qui ont été, dans lesquels on a produit plus de documents pour apprendre la langue, plus de documents pour enseigner la langue. Donc, à ce niveau-là, il y a une différence. Mais chaque langue sait, ou du moins les locuteurs de chaque langue savent qu'ils peuvent travailler à la promotion de leur langue. Oui, mais comme je l'ai dit, je vais poser la question de savoir quelle est la place donc de cette langue nationale dans la vie quotidienne des communautés que vous côtoyez au quotidien. Comme l'a dit professeur Gérard, je pense que là, c'est leur outil de communication. C'est leur outil de communication. On a fait des enquêtes dans la région de Banfora, mais il y a longtemps. C'était dans les années 70. On voulait lancer une campagne d'alphabétisation en Dioula. Et on s'est demandé, pour eux, tout le monde dans cette région parle Dioula. Quand on a fait les enquêtes, on a trouvé que ceux qui avaient plus de 60 ans parlaient très peu. Ceux qui avaient moins de 15 ans ne parlaient pas. Donc la tranche d'âge qui parlait le Dioula, c'est ceux qui sont en train de se déplacer fréquemment. Ceux qui sont actifs. Qui vont dans les marchés et qui sont obligés d'utiliser une autre langue que leur langue maternelle, que leur langue ethnique, pour communiquer et faire leurs affaires. Donc, l'utilisation des langues, c'est dans ces cas-là. Utiliser une langue, c'est répondre à un besoin de communication. Vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un. Vous avez parlé du moré qui est répandu à Fada. Mais c'est le marché. Les femmes qui sont au bord de la route, qui vendent, leurs clients, c'est des passagers et c'est quelques gens qui sont sur place. Ils ont besoin de vendre. Actuellement même, toutes s'efforcent de parler le français, en plus d'autres langues, comme le moré et même le dioula. Un commerçant, sa préoccupation, c'est vendre. Et pour vendre, les gens font des efforts pour comprendre d'autres langues que leur langue maternelle. Tout à fait. Oui, professeur Tedbego, on l'a vu, les langues nationales sont essentielles pour la préservation du patrimoine culturel du Burkina. Mais comment on peut véritablement renforcer ce rôle de préservation et à quel niveau peut-être ça peut se trouver? C'est quand notre identité sera restaurée, renforcée, qu'on peut garantir la pérennité aussi de la culture. Je pense que je me fais comprendre. Identité d'abord. Vous parlez de développement, patrimoine culturel, c'est quoi? Oui, ça dit la préservation du patrimoine culturel. Oui, mais est-ce qu'il y a patrimoine culturel sans identité, qui ne se fonde sur une identité? Sans identité, je crois que c'est là le rôle important de la langue. D'ailleurs, la langue a deux fonctions principales: auto-identification et la culture qui s'acquiert et se transmet par un médium linguistique qui est la langue. Donc, moi, je pense que la langue nationale devrait donc nous conduire à affirmer notre identité et par conséquent aussi notre culture, nos valeurs culturelles et tout. Oui, puisque on le sait, si j'arrive dans un coin perdu du Gourmand comme Fada ou peut-être Diapaga, et je commence à parler le français, c'est pas évident que je me fasse accepter tout de suite.
Mais dès que je commence à parler leur langue, même si peut-être les traits physiques que j'arbore ne sont pas les mêmes que chez eux, déjà un minimum de confiance se pose. Donc on peut dire déjà que la langue est une sorte de porte d'entrée vers les communautés, vers les cultures. Bien sûr, moi qui ai fait tourner un peu partout au Burkina dans les différentes communautés, je ne parle pas toutes les langues, mais je sais dire quelques mots. Saluer, poser des questions. Je veux aller à tel endroit, montrez-moi le chemin. Quand je baragouine leur langue, je brise une frontière entre eux et nous. Il se crée comme une complicité. Et bien sûr, dans ce sens-là, bien sûr, quand vous parlez une langue qui n'est pas la vôtre, vous êtes tout de suite accepté et les gens sont bien disposés à votre égard. Oui, docteur Ouoba, toujours par rapport à cette langue qui brise les barrières, qui arrive à pouvoir être un élément, un instrument d'ouverture vers les autres. Les fonctionnaires qui sont affectés dans des zones qui ne sont pas leur zone d'origine, quand ces personnes arrivent à apprendre la langue, on ne leur demande pas d'être très performants, mais les éléments qui établissent le contact, la communication, ça leur ouvre des portes que d'autres qui ne parlent pas ces langues-là peuvent utiliser. Oui, il y a aussi l'utilisation de ces langues dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de la façon dont les langues nationales sont utilisées dans l'école burkinabé? Aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Mais ce qui se profile à l'horizon me donne beaucoup de raisons d'être content en attendant d'être satisfait. Pourquoi je dis cela? D'abord, tout le monde qui l'a essayé sait que commencer les apprentissages dans une langue qu'on parle est beaucoup plus facile que de le faire directement dans une langue qu'on ne parle pas. Donc pour nous, commencer l'école dans une langue africaine que nous parlons, dans notre langue de préférence, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à lire, à écrire, à calculer que si nous commençons dans une langue qu'il faut d'abord apprendre à parler. Les parents ne la parlent pas. Apprendre à lire, à écrire et à calculer qui a ses difficultés propres dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous voyez toute la difficulté. Donc, ce qui nous fait... mais c'est comme ça, je pense, parce que nos langues n'étaient pas reconnues comme langue officielle. Pourquoi je dis cela? Vous avez beau, aujourd'hui, savoir lire et écrire, connaître énormément de choses en langue nationale. À quel moment ces connaissances sont sollicitées en dehors de votre propre utilisation? Jusqu'à présent, il n'y a pas un certificat en langue nationale. 120 ans que le français est enseigné à l'école au Burkina Faso, cette année. 120 ans, c'est depuis 1903, la première école. Vous voyez les résultats que ça donne? Donnons la moitié à nos langues nationales et nous verrons tous, ceux qui seront encore là, les résultats, les changements qui vont arriver, qui vont intervenir. Ce n'est pas à comparer. Oui, professeur Tedbego, par rapport donc à l'enseignement des langues nationales dans les écoles du Burkina. Les écoles bilingues ont montré leur efficacité quand même. Efficacité en temps et en argent. Je crois qu'à l'école classique, il faut 6 ans non, pour passer le certificat. À l'école primaire, à l'école bilingue, ils le font en quoi? 5 ans. Hein? Et ces élèves d'ailleurs sont parfois les meilleurs dans les examens du BEPC ou du BEPC. Ils sont les meilleurs. Vous voyez, bien sûr, comme il dit là, quand tu apprends dans ta propre langue, il y a beaucoup d'avantages, même psychologiques. L'enfant est plus à l'aise et il apprend rapidement. Alors que, comme il dit, il faut apprendre une langue étrangère. Et
après maintenant apprendre les autres matières, c'est compliqué. Je crois que c'est Cheikh Anta Diop qui dit que une ligne qui se déplace engendre, non, un point qui se déplace engendre une ligne. Pour que l'élève comprenne ça, là, il lui faut beaucoup de temps pour maîtriser le français et comprendre cette notion simple. Un point qui se déplace qui engendre une ligne. Oui, et il y a aussi qu'au niveau, par exemple, des médias, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les médias devraient utiliser davantage les langues nationales? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des parutions, c'est en français. Ben, je trouve que c'est normal. Pour que nos langues nationales soient utilisées, soient d'abord utilisées dans l'éducation, dans les médias, il faut leur donner un statut particulier, une fonction, des fonctions aussi particulières. Or, jusque-là, c'est le français qui occupe toutes ces fonctions. Donc, le journal en langue nationale, je ne sais pas si ce n'est pas le journal de Robert Bendi qui est ici. Les journaux dans les autres langues, généralement, ne durent pas longtemps, faute de lecteurs. Hein? Donc, bien sûr, si, par exemple, la politique est en train de s'amorcer, vraiment continue et réussit, vous verrez que les langues nationales vont pénétrer dans beaucoup de domaines. Et c'est là qu'elles auront vraiment de la valeur. Oui. Docteur Wouba, on va aborder à présent ce projet d'officialisation des langues nationales proprement dites. C'est la nouvelle constitution en gestation qui va consacrer l'officialisation des langues nationales, mais aussi le français comme langue de travail. Et d'abord, quels sont les enjeux de cette reconnaissance renforcée des langues nationales aujourd'hui? Aujourd'hui, si les langues sont vraiment officialisées, ça veut dire que quelqu'un qui va au tribunal sera jugé dans une langue qu'il comprend. L'école, la langue doit être enseignée à l'école. Ensuite, bon, pour les lieux de culte, ça dépendra. Mais partout où l'État décide, je pense qu'il faut qu'il y ait la langue nationale. Donc l'enjeu est énorme. Bon, quand je dis ça, juger dans sa langue, je ne veux pas dire que dès demain, si les langues sont... on décrète les langues nationales, que ce soit une obligation automatiquement. Mais il faut qu'on aille vers là-bas. Et que ce ne soit pas comme ce qui a été dit pour l'enseignement. Si vous regardez dans les textes, je ne sais même pas si c'est dans la Constitution, en tout cas dans la loi d'orientation, il est écrit noir sur blanc que les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales. Mais jusqu'à présent, les écoles bilingues constituent non seulement une minorité, mais j'allais dire c'est une curiosité. Les gens ne pensent pas que ça va leur arriver, que ça doit être généralisé. Jusqu'à présent, pourtant c'est écrit noir sur blanc, rien n'empêche de le faire, mais c'est écrit noir sur blanc. Donc pour l'officialisation des langues, ça demande un grand travail, un énorme travail de préparation des langues à assumer ces fonctions. Donc qu'on déclare toutes les langues officielles, moi je trouve que c'est normal. C'est ce qui doit être fait. Mais le travail derrière fera que, à l'arrivée, bon, les langues ne seront plus au même niveau. Pourquoi? Il y en a qui sont déjà presque prêtes. Il y en a qu'il faut apprêter. Mais de mon point de vue, aucune langue ne doit se voir totalement fermée à ce statut. Donc, comme langue nationale, le professeur a dit tout à l'heure qu'il y a des langues qui comptent moins de 1000 habitants, moins de 1000 locuteurs. Mais ce sont des langues nationales. Elles n'ont pas besoin d'être parlées partout au Burkina pour être langue nationale. D'ailleurs, aucune langue n'est parlée vraiment partout. Sauf une, mais pas celle dont on pense, celle à laquelle on pense. Je ne le dirai pas. Merci. Il le sait. Lui le sait. Oui, le professeur Tedbego, par rapport donc à ces enjeux de la reconnaissance renforcée des langues nationales, cette officialisation, quels sont ces enjeux? C'est un peu comme il l'a dit. Hein. Officialisation, c'est très bien.
Mais quand tu officialises, tu dois donner aussi une fonction. On a 59 langues. Est-il besoin, est-il nécessaire d'officialiser toutes les 59 langues? Ce n'est pas mon avis personnellement. L'Inde compte plus de 2000 langues. Et l'Inde a officialisé ces 24 ou 28 langues-là comme langue officielle, y compris cette langue qui est la seule langue étrangère. Sinon, c'est la langue du terroir indien. C'est bien. Bon, si l'État peut servir chacun dans sa langue, très bien. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire ni même utile. Pourquoi je dis ça? Ce qu'il faut, reconnaître le droit à la langue pour tous. Ce n'est pas parce que je suis d'une minorité linguistique, la communauté que je dois être exclu ou marginalisé. Non. Les locuteurs de cette langue ont les mêmes droits que les autres. Sauf qu'on ne peut pas servir cette communauté dans sa langue. Ce n'est pas possible. Ce qui requiert les moyens, je vous ai parlé du cas de l'Inde. Je crois que l'Afrique du Sud aussi a plusieurs langues comme ça, au moins 11, officielles. Mais il faut compter sur le bilinguisme qui existe. La petite communauté Sri Lanka, sur lequel j'ai travaillé, à l'époque, ils étaient moins de 800 individus. Mais chacun parle au moins 3 langues. En plus de leur langue, ils parlent le moré parce qu'environné par le morse. Ils parlent le peul parce qu'environné par le peul, même le coromfeu, ils parlent. Alors, une telle communauté, je ne peux pas les servir dans leur langue, le Sri Lanka, c'est fait. Mais si je leur sers en moré, une langue qu'ils comprennent et l'utilisent quotidiennement, où est le problème? Ou en fulfulde? Je crois que, et puis, ce Burkina a toujours été multi-ethnique et multilingue. À ma connaissance, il n'y a pas eu de guerre dont la langue est la cause. Les populations circulaient, allaient et venaient. Ils ont comme développé tacitement une stratégie pour gérer leur diversité de manière non conflictuelle. Pourquoi on ne va pas réfléchir aussi dans ce sens? L'officialisation, donc c'est très bien, hein, c'est très bien. On a eu beaucoup de joie, en tout cas les linguistes, quand on a entendu ça au Conseil des ministres. Il y a longtemps qu'on attendait ça. La Constitution dit que la loi fixera les modalités de promotion et d'officialisation, c'est ça? Qu'on attend depuis longtemps, cette loi-là. La seule chose qui me gêne, c'est garder le français comme langue de travail. Langue de travail, ça veut dire donc que le français, en fait, a maintenu son statut de langue officielle. Puisqu'il reste langue du gouvernement, langue du Parlement, langue de la justice, langue de l'administration, de l'éducation. Quelle est la place de la langue nationale officialisée dans ça? Donc le français continue de dominer. Et les langues nationales seront forcément à la périphérie. Je pense qu'il faut, dans le cadre général d'une politique linguistique, trouver les voies et moyens pour que les langues nationales, à différents niveaux de notre système-là, institutionnel, trouvent aussi leur place. J'aurais aimé que l'exemple vient toujours de là-haut. Hein. Chaque membre du gouvernement parle quand même au moins une langue nationale. Pourquoi ne pas, quand il s'adresse à la population, utiliser cette langue? S'il parle 2 langues, pourquoi pas? Ces derniers temps, ça a commencé à venir. Très bien, il faut aller dans ce sens. De plus en plus, on voit des ministres de la République qui parlent en langue nationale.
Le chef de Et l'État a parlé... l'instruction a été donnée, par exemple, à la télévision nationale, chaque fois que des équipes de reportage vont sur le terrain, de pouvoir ramener des interviews en langue nationale des autorités, y compris les ministres. Formidable. Bon, j'étais très content d'entendre le chef de l'État parler en Dioula ou Bambana, à Bamako. Je sais qu'il parle au moins le Boamou, qui doit être sa langue première là. Il parle, je crois qu'il parle un peu le Moro et certainement le Dioula. Si pour un message important à la nation, il s'adresse dans ces langues-là, plus de la moitié des Burkinabés ont reçu directement le message. Et ça permet vraiment de soulever, de mobiliser. Donc, pour terminer sur ce point-là, oui, si on garde le français langue de travail, je ne vois pas ce qui a vraiment changé dans son statut. S'il continue à être la langue exclusive, finalement, de notre système institutionnel. Dans le gouvernement, dans le Parlement, dans la justice, l'éducation, l'administration, nos langues nationales officialisées devraient aussi avoir des fonctions à ce niveau-là. Alors, donc, merci à vous, professeur Tedbego. Docteur Ouba, vous avez voulu réagir par rapport à ce que le professeur vient de dire, notamment sur cette reconnaissance des langues nationales. Oui. J'ai une position un peu plus nuancée par rapport au français et par rapport à l'officialisation des langues. D'abord, par rapport au français. C'est plus facile. Bon, que l'État dise, ou du moins que la loi dise, on garde le français comme langue de travail, ou qu'elle ne le dise pas, pendant longtemps, le français sera présent. Ce n'est pas en l'occultant qu'on va le sortir de nos usages. Donc ça, c'est un. Ce qu'il y a, c'est vraiment sa place. Actuellement, si on veut regarder si ce n'est pas ces dernières années, il était même interdit de faire l'école en une langue autre que le français. Si ça a traîné jusqu'à maintenant, c'est parce que dans les textes, il était dit que la langue de l'école devait être le français. Donc, on a évolué. On a autorisé que les langues, à l'heure actuelle, les langues nationales, c'est comme une expérimentation. Mais maintenant qu'on parle d'officialisation, les langues nationales ont toute leur place. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai rêvé d'entendre parler d'un baccalauréat où les langues nationales sont des matières à part entière et apportent leur contribution. Donc, ce qui fait que, si on parle de langue officielle, il ne faut pas exclure automatiquement. Non. Il faut faire comme ce qu'on a fait pour les langues nationales. Quand on a dit langue nationale, vous avez entendu un problème? Rien. Mais le fait qu'on sache que cette langue n'a aucune chance d'être un jour langue officielle, ce n'est pas un problème. Il y a un problème, une préoccupation pédagogique qui est que chaque enfant doit accéder à l'école dans une langue qu'il parle et qu'il comprend bien. Ça, c'est une exigence pédagogique. Si on veut mettre les enfants sur les mêmes et donner aux enfants les mêmes chances, le même pied d'égalité, parce qu'ils sont burkinabés. Ils ont ce droit-là, quelle que soit leur langue. Maintenant, ce qu'il a dit, les gens n'ont pas attendu qu'on le leur demande pour être plurilingue, bilingue, trilingue. Les gens le sont naturellement pour des besoins de communication. On doit exploiter ça. Mais ce qu'on doit éviter, c'est d'imposer une langue à une communauté. Même si elle parle plusieurs langues, on n'a pas le droit de lui imposer. Si on le fait de toutes les façons, ils vont rejeter. Donc, c'est mieux de leur demander de choisir. On fait l'alphabétisation dans toutes les langues. Mais pour l'école, là, on ne peut pas faire pour le moment. Quelle langue voulez-vous que vous parlez et que vous voulez que vos enfants
utilisent, et par cette langue-là, les enfants aillent à l'école. Si les gens acceptent ça, on n'aura pas de problème. Donc, il faut nuancer un peu. La question qui se pose est celle-ci. Quelle peut être l'efficacité de l'État ou d'un État quand sa langue de travail est inaccessible à la plus grande majorité des populations? Quelle peut être son efficacité? Langue de travail inaccessible aux masses. Je pense que son efficacité serait quelque part réduite. C'est Nyerere qui l'a dit, hein, c'est l'anglais. Oui. Il a dit la maîtrise de l'anglais par quelques-uns pour le service de la majorité. Julius Nyerere. Julius Nyerere. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas obligé que tous les Tanzaniens apprennent maîtrisent l'anglais. Mais s'il y a quelques-uns qui ont maîtrisé cette langue-là, par exemple pour les relations extérieures, là oui, mais on n'a pas besoin d'imposer le français à ma tante qui est au fin fond du village et qui peut réfléchir dans sa langue. C'est ça mon inquiétude, l'efficacité. Si le français est la langue de travail, que la majorité ne comprend pas, il y aura problème. Ce qu'il faut, c'est d'abord rassurer tous ceux qui sont là aujourd'hui, formés uniquement en français, que demain, on ne va pas leur dire si vous ne parlez pas telle ou telle langue nationale, vous n'avez plus votre pain. Ce n'est pas la peine. D'abord, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, c'est inutile de le faire. Donc, en gardant le français comme langue de travail, je pense que, puisque les langues officielles sont automatiquement langue de travail, automatiquement, langue de travail, une fois qu'on dit que c'est une langue officielle, ben, on doit exiger d'abord les textes, tous les textes qu'on fait devraient être traduits dans cette langue, les textes fondamentaux. Et les délibérations, je n'ose pas monter jusqu'au Conseil des ministres, mais au niveau des communes, les délibérations, ça doit être écrit dans la langue. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas être catégorique au point de heurter les gens inutilement. Inutilement parce que ce n'est pas possible. Donc, le français reste langue de travail. Parce que les langues qu'on va officialiser sont déjà automatiquement langue de travail. Automatiquement, s'ajoute au français, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Voilà. Oui. Et je ne dis pas. Oui, professeur, on va essayer de continuer. Il y a une question notamment sur les bénéfices de cette reconnaissance des langues nationales pour le développement culturel et social. Quels sont les bénéfices pour le développement social, mais aussi culturel du Burkina, en reconnaissant ces langues comme étant des langues officielles? Ok, la langue, je dis la langue, la culture plutôt, s'acquiert et se transmet par la langue. Et on dit généralement qu'il n'y a pas de développement sans culture. Développement au sens large du terme. Développement politique, économique, etc., culturel, etc. Et le développement, à son tour, va impacter la langue. Par exemple, avec le développement des technologies de la science, de nouveaux concepts viennent, enrichissent la langue, n'est-ce pas? Il y a quoi, 60 ans ou 100 ans passés, on ne connaissait pas ordinateur, on ne connaissait pas, comment on dit là, les TIC. Oui, les Android, les téléphones portables. Voilà. Donc, la technologie, le développement, ça fait partie du développement qui va donc impacter sur la langue, qui va aussi impacter encore la culture. Laquelle culture? Dans un cercle vertueux. Oui. Dans un continuel cercle vertueux. Donc, il ne faut pas s'arrêter à... Quand je vois quoi, développement culturel ou quoi, là, il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, au-delà du développement culturel, ça irradie d'autres... Absolument. Et la culture, il n'y a pas de culture sans langue. Docteur Ouba, par rapport à ces bénéfices pour le développement culturel et social. Bon, en plus de ce qu'il a dit, ou en précisant un peu dans certains domaines, l'officialisation, moi, les avantages que je vois,
c'est que ces langues vont être automatiquement des langues de l'école. Et si le choix est judicieux, ça va permettre le développement de ces langues-là par l'écrit, et la culture y gagnera d'abord le fait que avec l'écrit, la culture sera beaucoup plus, j'allais dire, on va saisir ce qui est là, parce qu'on est en train de perdre pas mal de pans de notre culture. Le fait d'écrire, donc de fixer. Et pour le faire, il faut que les langues soient enseignées. Si elles sont enseignées, le fait que les gens apprennent plus facilement dans leur langue, qu'ils seront plus nombreux à savoir lire et écrire, ça va changer le comportement, ça va changer les relations et ça va changer aussi les potentialités, les possibilités des gens à travailler pour s'enrichir. Je connais des artisans qui, vraiment, du point de vue technique, j'allais dire qu'ils sont au top. Mais ils ne peuvent même pas écrire leur langue. Ils ne peuvent pas faire une facture parce que c'est du français. Si ces gens savent lire et écrire, quand je le dis, on l'a essayé, et ces gens ont appris à lire et à écrire en quelques dizaines d'heures seulement. Appris à lire et à écrire en quelques dizaines d'heures, et ces gens, ce qu'on a fait en plus, comme le français était la langue officielle, on leur a appris à parler français, pas à lire et écrire. Lire et écrire, c'était dans leur langue. Mais il y en a qui ont changé leur façon de faire, et leur petit commerce, et leur activité d'artisan. Ça a changé. Il y en a qui ont multiplié leur chiffre d'affaires. Il y en a qui sont à Fada. Si vous venez de passage, on peut vous conduire, c'est certain. Le fait qu'ils aient appris à lire et à écrire dans leur langue et à parler un peu plus le français, parce qu'ils parlaient déjà un peu, ça a changé leur façon de faire. On l'a vu aussi avec le travail de l'ONG Tintois, même vous faites des dissertations en langue nationale, vous avez même vocation peut-être de former des philosophes, des penseurs, des gens qui ont une certaine autonomie linguistique de penser dans leur langue et par rapport à leur contexte. La philosophie que nous apprenons à l'école, j'allais dire, c'est de la mémoire. Il y en a qui sont naturellement intelligents, il leur reste peut-être à savoir lire et écrire. Donc le fait de savoir lire et écrire dans sa langue, de maîtriser jusqu'à un certain niveau ces outils-là, ça fait que leur pensée, ils peuvent l'exprimer et ils peuvent maintenant développer en rentrant en contact avec d'autres, en lisant ce que d'autres ont fait. En tout cas, nous parlons de ce volet-là avec un peu plus de conviction, parce qu'on a vu des jeunes qui sont partis des langues nationales et qui sont devenus aujourd'hui des cadres, et dans l'administration et surtout dans le privé. On a aujourd'hui quelqu'un qui est à New York. Il était menuisier. Si vous voyez le travail qu'il fait à New York, vous n'en reviendrez pas. Il n'a jamais fait le formel. Il a fait l'alphabétisation, les CBN, où il a été initié au métier de la menuiserie, et il a trouvé un ami qui a facilité son arrivée là-bas. Aujourd'hui, il a compétence de travailler sur toute la ville de New York. Quand il est arrivé, on lui a confié le Bronx. Qui est un des quartiers du New York. Voilà, le Bronx et puis l'autre quartier... Harlem. C'était là-bas où il pouvait travailler. Et après, il a été confirmé et on a étendu. Et aujourd'hui, tout l'État de New York, il peut y travailler. Oui. Donc, vous voyez que... et ce n'est pas un exemple. Encore, si on avait le temps, vous faites un communiqué, vous demandez des gens qui sont passés par ce système, qui sont à l'université Joseph Kizerbo. Vous allez voir des centaines et des centaines, à l'heure actuelle, uniquement en passant par les langues nationales.
Donc les langues nationales permettent d'apprendre, de bien apprendre. Et par là, la culture trouve son compte. Oui, professeur Terbiogo, on l'a vu donc, cette connaissance, cette maîtrise de la langue nationale vous rend en tant que tel indépendant, puisque vous avez la prise en compte de votre pensée, de votre mode de réflexion et tout. Et donc la reconnaissance aujourd'hui de ces langues nationales doit pouvoir véritablement être applaudie. Oui, mais je pense que l'officialisation doit conduire surtout à la valorisation de la langue. Il y a un sociologue qui dit que la langue est comparable à la monnaie. Son pouvoir dépend de son pouvoir d'achat. Si aujourd'hui, il y a des communautés où ils utilisent encore le kauri. Oui. Le kauri, ça marche là où il est. S'il amène le kauri à Ouaga, à Rodoko, ça ne va pas marcher. Hein. Si tu prends le CFA, tu vas à New York, ça ne marche pas. Ou au Ghana à côté. Mais si tu as le dollar, l'euro, oui, ça a une monnaie forte. Un peu comme la langue. Lui donner une valeur marchande, c'est-à-dire avec quoi ça m'ouvre quelle porte dans la vie sociale, économique. Est-ce que ça me donne la possibilité d'une certaine promotion sociale, économique? Tant que la langue reste langue réservée au milieu familial, communautaire, ça n'ira pas loin. Et permettez-moi de dire quelque chose. Je ne dis pas que je ne suis pas contre le français. Je ne dis pas que le français va être balayé du jour au lendemain. Mais je pense que pour la souveraineté à long terme, il faudrait que les langues nationales, quelques langues nationales, peuvent se substituer parfaitement au français. Ça s'est fait. Le Rwanda l'a fait, non? Alors. Et puis, bien sûr, une communauté linguistique ne disparaît pas tant que ses locuteurs, comme il a dit, abandonnent la langue. On ne peut pas non plus une langue où les membres ne veulent plus de la langue, tu ne peux pas les forcer à garder leur langue. Justement, la résistance de certains groupes sociaux à l'utilisation des langues nationales, puisqu'il y a certains qui estiment que il faut craindre que cette reconnaissance officielle des langues nationales ne conduise à une autre fragmentation du pays. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Une fragmentation du pays, puisque il l'a dit, on peut avoir des zones dans lesquelles on ne parle pas, mais lui, il souhaite qu'il n'y ait pas une sorte d'imposition, mais forcément que les gens y aillent par intérêt ou peut-être parce qu'ils trouvent leur compte. Oui, bien sûr. Une politique linguistique ne doit même viser à substituer une langue par une autre. Ce serait une erreur. Je reviens encore au Silanko. J'ai appris beaucoup de choses dans cette petite communauté. Ils disent que, voilà, d'abord leur comportement linguistique. Je suis Silanké, tu es Silanké. Où qu'on soit, on s'adresse dans notre langue. Mais si un étranger, un Mouara, un Peul vient, on peut lui parler dans sa langue. Mais entre nous, c'est notre langue qu'on parle. J'ai vu aussi dans l'Ouest, là, vers Saint-Dou, ma première visite, il y a un seul Mouara. À ma deuxième visite, quelques années plus tard, il y avait un quartier Mouara. Et il parlait le Naturo, qui est une langue minoritaire. Je dis, mais pourquoi ça? Ah non, nos hôtes, nos gars Sobrambala, comment on dit ça, les hôtes, nos hôtes, on ne veut pas qu'ils parlent de nous derrière notre dos. Donc, ils ont appris la langue de leurs hôtes. Ils ont appris le dioula. Pourquoi? Parce qu'au marché, c'est le dioula qui marche. Donc, ils parlent le dioula pour vendre. Ils reviennent dans leur quartier, ils reprennent leur morée. Ces petites communautés-là, ils ont des stratégies de survie. Par exemple, il y a des endroits chez les Silanko où il est interdit à certains d'utiliser certaines langues, une autre langue, autre que la leur. J'ai vu ça dans plusieurs communautés minoritaires. Une stratégie de survie. Et encore une fois, ce n'est pas de la discrimination.
que ce soit dans l'éducation ou dans le service de l'administration publique, là, on ne peut pas servir, soyons réalistes, on ne peut pas servir chacun dans sa langue. C'est énorme. Mais te servir dans une langue que tu comprends. Éduquer l'enfant, instruire l'enfant dans une langue qu'il comprend déjà. Ça, c'est ça qu'il faut. Qui doit être bien là. sûr, l'idéal, si c'était possible, bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Mais je vous ramène au cas de l'Inde. Plus de 2000 langues. C'est mon prof de sociolinguistique qui l'a dit. Hein. Puis j'ai rencontré un autre grand sociolinguiste indien à Harare. C'est comme ça marche chez eux. Plus de 2000 langues, c'est 28 langues, si je ne me trompe pas, qu'ils utilisent comme langue officielle. D'autres langues peuvent être, on peut leur donner le statut de langue régionale ou de langue provinciale. Mais au niveau fédéral, là, c'est les 28 langues qui sont officielles. Et ça, alors, l'Inde avance très bien avec ça, non? On va terminer par cette question à tous les deux. Comment on peut faire pour que cette décision d'officialisation des langues nationales puisse marcher? D'abord, Dr Woba. Pour que ça marche, d'abord, il faut instrumentaliser les langues. Les langues choisies sont appelées à assumer des fonctions qu'elles n'assumaient pas. Et pour cela, ces langues-là doivent être préparées, travaillées à remplir les conditions qui leur permettent d'assumer ces fonctions. Et ça, c'est un travail de linguistes, de sociolinguistes et de littéraires. En tout cas, il y a un énorme travail qui doit être fait. En plus de cela, si ce travail doit se faire, il y a l'école. L'école doit désormais comporter ces langues. Si quelqu'un dont la langue n'est pas langue officielle commence l'école dans sa langue, il doit au cours de sa scolarité apprendre une de ces langues officielles pour être citoyen. Ça, c'est une règle normale. Donc, comme on est d'accord pour que chacun accède à l'école dans une langue qu'il connaît, voilà déjà. Donc, il faut instrumentaliser les langues pour qu'elles puissent remplir les fonctions. Sinon, on a beau prendre des décisions, on voudra les utiliser, ce ne sera pas possible. Donc, il y a un travail à faire et c'est pour cela que ça va prendre du temps. Donc, ce qu'il faut au niveau de l'État, c'est la constance. On a pris la décision par étapes. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que la décision, l'application puisse se faire? Aller progressivement, tout en travaillant la langue. Je pense qu'on arrivera, au bout de quelques années, à ce que les fonctions remplies par les langues officielles, aujourd'hui langue nationale, soient beaucoup plus grandes et dans certains milieux, à tel point qu'on n'ait même plus besoin de faire appel au français. Oui, professeur Tedbego. Oui, la décision d'officialisation, en tout cas, est à saluer. Et moi, je pense, un peu comme il dit là, que les autorités mettent le linguisme au travail. Il y a du travail à faire, effectivement, pour que l'officialisation, là, la promotion, la valorisation des langues nationales devienne une réalité. Il y a un gros travail à faire encore. Mettre rapidement, j'allais dire même, une équipe choc de linguistes avertis de la question. Moi, je donnerais maximum 3 ans qu'on règle tous les problèmes pour vraiment que l'officialisation, la valorisation de la langue nationale devienne une réalité. Je crois que c'est tout à fait possible tant qu'il y a la volonté politique et elle a assez clairement affirmé. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle que le professeur Gérard Tedbego est linguiste et directeur de recherche à la retraite. Dr Bendi Benoît Woba était également avec nous. Il est président de l'ONG Tintois,
implantées dans plusieurs régions du Burkina. Et en conclusion, donc, la reconnaissance des langues nationales est un processus long et complexe, les invités l'ont dit. Cependant, il est indispensable pour le développement du Burkina et en tant que pays multilingue, le Burkina Faso a un avantage à tirer de la diversification de ses langues. La reconnaissance des langues nationales permettra donc de faire de cette diversité une force de développement. Merci à vous pour avoir suivi cette émission. À une prochaine fois pour Questions majeures. Au revoir et à bientôt.